La 17e édition des Utopiales a débuté ce week-end. Le Festival international de science-fiction s'intéresse cette année à la thématique des machines et à leur place dans notre société. Et Claire Villalon. Exploration de l'univers, chirurgie de précision ou encore manipulation d'objets irradiés, autant de domaines où les machines et robots deviennent incontournables. De plus en plus présents dans le monde du travail, les robots commencent aussi à envahir notre vie quotidienne. On peut penser que dans les 10 ou 15 années qui viennent, on aura de plus en plus de robots qui vont être dans notre vie quotidienne pour nous assister, nous orienter ou nous aider d'une façon ou d'une autre, et que les humains lambda vont voir les conséquences dans leur vie quotidienne de ce développement de la robotique. Le Festival des Utopiales propose donc d'interroger la place des machines dans notre société. Conférences, films ou encore ateliers sont proposés au public. Et ces questionnements ne sont pas réservés qu'aux adultes. Avec l'association Accord, les enfants peuvent questionner de façon ludique ces drôles de compagnons. C'est surtout de ne pas subir la machine, mais surtout de comprendre. Donc comprendre c'est quoi la programmation. Donc c'est d'aller voir derrière le robot qui fonctionne ou d'un jeu vidéo, c'est voilà, comment ça se construit en fait. Donc on va apprendre les logiques de programmation et puis aussi on va apprendre le codage de programmation. Mais machine ne rime pas seulement avec science. Le cinéma, la BD ou encore la littérature se sont emparés depuis longtemps de cette thématique, devançant même parfois les avancées technologiques. Des entreprises comme la NASA où l'Agence spatiale européenne demande à des scientifiques de faire des recherches dans les romans de science-fiction pour trouver des machines à réaliser pour notre réalité. Et pour venir découvrir les multiples machines des Utopiales, vous avez jusqu'au mercredi 2 novembre. Les morts-vivants et les vampires sont de sortie ce lundi soir. De nombreuses soirées et animations sont prévues pour fêter Halloween. Ambiance avec Anne-Lise Tomine. Il y a des signes qui ne trompent pas, Halloween est bien là. Et si vous n'êtes pas encore prêt, on vous donne quelques conseils. Première étape, les bonbons à distribuer aux enfants qui viendront toquer à votre porte. Et pour ça à Nantes, il y a la boutique So British de Maxime. On a des nouveaux petits dentiers fabriqués à la main en Angleterre par une entreprise qui s'appelle Creighton's Chocolatery. On a des super sucettes aussi fabriquées par Creighton's. Deuxième étape pour les plus ambitieux, le déguisement. Et là, il y a l'embarras du choix. Costumes de zombies, The Walking Dead, etc. Et ensuite, on va voir aussi, alors il y a eu une tendance l'année dernière avec les clowns. Donc voilà, déguisement de clown. Les enfants, alors là on a toujours Chica Vampiro, qui est une série qui passe sur Gulli. Alors là c'est tout ce qui est dents de vampire, cap, déguisement. Alors ça y est, vous avez fait votre choix ? Les costumes tendance, moi je dirais plus version Joker. Le Joker de Batman. Et je voudrais me déguiser en espèce de monstre bizarroïde. On va pas se costumer, on va accessoiriser la tenue. Moi j'ai envie de boucles d'oreilles et puis d'un collier ou un sautoir qui rappelle Halloween. Et comme on dit là-bas, Trick or treat. Le déplacement s'annonçait compliqué, il a tourné au cauchemar pour les Canaries. Et sur la pelouse du leader niçois, les coéquipiers de Léo Dubois n'ont jamais réussi à tenir la comparaison. Après 26 minutes de jeu, ils étaient déjà menés 2-0 grâce à des buts de Cyprien et de l'inévitable Mario Balotelli. Au total, Rémi Rioux ira chercher le ballon au fond de ses filets à 4 reprises. La réduction du score par Emiliano Sala en début de seconde période apparaît comme une bien maigre consolation. Après la rencontre, l'entraîneur nantais René Girard n'a pas mâché ses mots, qualifiant de pitoyable le match de ses joueurs. Une défaite 4-1 qui relaie les Canaries à la 15e place du classement avant la réception de Toulouse ce samedi à la Beaujoire. Le Stade nantais poursuit son apprentissage en Fédéral 1. Après le dépôt de bilan du club de Saint-Nazaire la semaine dernière, Nantes est le seul à ce niveau en Loire-Atlantique. Et Claire Villalon. Face au premier de la poule Oloron, le Stade nantais a souffert. Ouvrant le score et menant pendant toute la première mi-temps, ils se sont finalement heurtés à la solidité oloronnaise. On ne peut plus dire qu'aujourd'hui c'est lié au manque d'expérience. Ça fait le 5e match, donc maintenant il faut se réveiller, il faut se remettre en question. Ce match avait un goût particulier pour le rugby ligérien. Le Stade nantais sera bientôt le seul club du département en Fédéral 1 après le dépôt de bilan du Saint-Nazaire Rugby. Une décision qui attriste le club de Nantes ainsi que ses supporters. Je trouve qu'une équipe de l'Ouest qui dépose le bilan, c'est toujours triste. Plus on aura de clubs à haut niveau dans la région et mieux on se portera. Et donc c'est
c'est embêtant, c'est très embêtant cette histoire-là, surtout pour les jeunes en plus. C'est dommage parce que ça fait une équipe de moins qui pourrait représenter le rugby dans l'Ouest. C'est une mauvaise gestion financière qui a conduit à cette situation. En effet, être en Fédéral 1 demande un budget conséquent. On se déplace avec 2 équipes, c'est quand même des coûts d'hébergement, et puis il y a toute la partie réglementaire des contrats semi-professionnels. Donc oui, c'est un coût plus important. Voilà. Malgré la défaite contre Oloron 21-35, les Nantais ne baissent pas les bras. Ils comptent bien prouver que le rugby ligérien, même sans Saint-Nazaire, a encore un bel avenir. Le 91e trail de Chantenay avait lieu ce week-end. 14,9 km d'effort pour les 11 127 participants cette année. Temps fort du parcours dans ce quartier nantais, l'ascension des marches de la butte Sainte-Anne est particulièrement redoutée par les coureurs. Pour la première fois, le Belém hivernera à Bordeaux cette année. Le célèbre voilier qui fête ses 120 ans doit rester amarré pendant 5 mois et demi en Gironde pour y subir son traditionnel entretien annuel. Le 3-mât était déjà venu quelques jours en juin pour la fête du vin. Le président de Bordeaux Grand Événement avait demandé à accueillir le navire dans le port de la Lune. Son vœu a donc été exaucé. Des visites pour le grand public et les classes scolaires sont déjà prévues. Aurélie Bourdon est chercheuse à l'Université de Nantes. Ses travaux pour améliorer la croissance des bébés fragiles sont encouragés par une bourse L'Oréal UNESCO. Mon domaine de recherche, c'est la nutrition périnatale, c'est-à-dire la nutrition pendant la grossesse et pendant les premiers mois de vie. Et alors, je cible particulièrement les enfants qui ont un petit poids de naissance. Alors, par petit poids, on entend, alors un bébé normalement pèse à peu près 3,3 kg à la naissance. On considère comme petit poids tous ceux qui font moins de 2,5 kg. Soit parce qu'ils sont prématurés, donc ça veut dire qu'ils sont nés avant 37 semaines de grossesse, soit parce qu'ils ont mal grandi pendant la grossesse. Ça, c'est une autre possibilité. Et dans ce cas-là, on parle de retard de croissance intra-utérin. Le problème, c'est qu'une fois nés, ces enfants, ils sont plus fragiles. Plus ils sont petits, plus ils ont de risques de complications. Et on s'est rendu compte aussi, avec de multiples études, que ces enfants qui naissent avec des problèmes de croissance, eh bien, ils ont plus de risques de développer à l'âge adulte, c'est-à-dire des dizaines d'années plus tard, des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, donc vous connaissez tous ces noms puisque ce sont de véritables fléaux. Moi, j'ai travaillé sur un acide aminé, donc la citruline, qui est naturellement produite par notre intestin et que l'on trouve sinon dans un aliment qui est la pastèque. Et donc, on s'est intéressé à cet acide aminé parce dans d'autres situations de dénutrition, il permettait d'améliorer l'état nutritionnel et il permettait de stimuler la synthèse protéine au niveau des muscles. Autre chose, cet acide aminé, il est transformé en une molécule qui s'appelle l'arginine, qui permet de produire un gaz qui agit sur le flux sanguin. Et donc là, ça pourrait nous permettre d'avoir une approche préventive. Vous voyez, je vous parlais de supplémentation si on la donne avant la grossesse, pour essayer de prévenir aussi le retard de croissance. On est à un stade préclinique, c'est-à-dire avant la recherche sur l'homme. Et donc, le but, ce serait effectivement, d'après nos résultats, de lancer une étude chez la femme.
Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Notre thématique vise à améliorer les recommandations nutritionnelles pendant la grossesse et pendant les premiers mois de vie, donc via l'alimentation de la mère ou via les formules infantiles. Et donc ça, ce serait un des enjeux, donc établir des lignes directrices et également essayer, en faisant mieux grandir ses enfants, participer à réduire les facteurs de risque à long terme. Comme je vous disais tout à l'heure, les enfants de petit poids ont plus de risques d'être malades plus tard. Donc c'est un double enjeu en fait, à court terme et à long terme. On a reçu ce prix à l'Institut Pasteur la semaine dernière et donc on en est fiers parce que toutes les chercheuses qui l'ont reçu sont très fières parce qu'il y a eu énormément de candidates, plus de 1000, et 30 sélectionnées dans des domaines aussi variés que l'astrophysique, les mathématiques, la biologie également, la chimie. Donc effectivement, c'est une reconnaissance de notre travail. Une reconnaissance par l'Académie des sciences et c'est aussi un moyen d'être rendu visible au niveau du public et ça c'est très important pour nous. La biologie, c'était quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais c'était aussi bien la biologie des plantes que la biologie humaine. Et il y avait un dessin animé en fait que j'aimais particulièrement quand j'étais enfant, qui s'appelait Il était une fois la vie, et qui nous permet peut-être de découvrir un peu les fonctions de l'organisme de manière très ludique. Et moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus en fait. Je me demandais un petit peu, mais comment on fait pour étudier le corps? On ne prend pas une secoupe volante comme ils font dans le dessin animé. Et donc moi, c'est vrai que ma curiosité m'a poussée vers cette voie-là. C'est un métier en fait, où on a l'impression d'en apprendre tous les jours. Donc qui n'est pas routinier, qui est vraiment, je pense qu'on fait par passion. Et qui est utile. Et moi, je sais que je m'en rends particulièrement compte parce que j'attends aussi, par ma situation personnelle, des avancées de la recherche. Et donc, quand on est confronté à des problèmes de santé, eh bien, on se rend compte encore plus en fait, de l'utilité de la recherche et on a envie de contribuer et de faire avancer les choses.